Bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir à tous ceux et toutes celles qui se reconnectent à nouveau. Et comme je vous le disais, c'est suite à quelques difficultés que nous avons à ce moment qui font que nous commençons un peu l'émission avec, je crois, 1 minute de retard et surtout dans des conditions qui seront un peu différentes de celles que vous avez l'habitude de voir. Je salue Valim Sissé, je salue tous ceux, toutes celles, tous les élèves de la classe qui, sans relâche, essayez de donner le meilleur de vous-même. Je salue Abou Parker, merci à vous et merci à tous les élèves. Et aujourd'hui, nous sommes le mercredi 3 novembre 2021 et n'oubliez pas que notre mère Mouna Kanté sera des nôtres pour nous lire les mercredis de Dominique, ce qui est consacré à notre première dame. Et donc aujourd'hui, comme vous le voyez, il n'y aura pas l'hymne et autres. Vous nous en excusez parce que nous avons, à cause des difficultés techniques, perdu ces 15 minutes. Et donc, nous allons tomber directement dans le vif du sujet. Je salue aussi Moru Wela et Poké Andreas. Et recevez tous nos amours. Et sachez que vous êtes les meilleurs. Et merci à chacun et à chacune de vous. Et donc, le sujet numéro 1 concerne le Nigeria. Mais vous comprendrez vite le lien qui est fait entre ce pays et la Côte d'Ivoire. Et il a pour titre « Après la politique, voici ce qu'est devenu l'ancien président, son Excellence Olusegun Obasanjo. » La vie après pouvoir, pour certains présidents qui ont dirigé leur pays, n'est pas toujours rose. Il y en a qui n'ont pas pu préparer leur retraite et qui s'inquiètent de cet après-pouvoir. Heureusement que ce n'est pas le cas pour l'ancien président du Nigeria, son Excellence Olusegun Obasanjo, qui vit aujourd'hui d'une retraite dorée grâce à ses gros investissements faits dans le domaine agricole. Selon notre source, l'ancien président nigérian possède des plantations de produits agricoles variés, notamment du vivrier et bien d'autres produits maraîchers qui lui rapportent beaucoup d'argent. Il n'a pas que faire des plantations qui s'étendent sur des hectares. On parle également de l'élevage animal qu'il pratique. On annonce même qu'il possède la plus grande ferme de volailles et de porcs de l'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, sa vie de retraité politique est assurée. Elle se meuble de visites à ses plantations. Mais par moments, en tant qu'ancien chef d'État, cet ancien président est sollicité par les organisations sous-régionales comme la CEDEAO pour assurer la médiation dans certaines crises qui secouent les pays membres. Rappelons qu'il a été président de la République fédérale du Nigeria de mai 1999 à mai 2007. C'est un article de Opera News. Et ce qui nous a été le plus important à signaler dans l'article, c'est regarder combien de fois, avec beaucoup d'humilité et de méthode, ces personnes-là ont assuré leur retraite. Quand on prend l'exemple d'Olusegun Obasanjo et qu'on compare cet exemple avec certains de nos présidents ou anciens présidents de la République, ça ressemble carrément à deux choses ou deux mondes complètement différents. Parce qu'avant la politique, il y a une vie, mais après aussi la politique, il doit aussi avoir une vie. Regardez ce grand pays de l'Afrique de l'Ouest et regardez comment ces présidents-là se comportent, ces anciens présidents. Alors que chez nous, les hommes politiques qui ont déjà été présidents, être président, c'est avoir été capable de montrer ce que vous pouviez faire. Ce n'est pas une chance qui est donnée tous les jours. Et ce n'est pas quelque chose qu'on peut reprendre comme si c'était un jeu vidéo. C'est une occasion unique de marquer sa présence à la tête de l'État avec ce que l'on sait faire. Mais malheureusement, quand on regarde le cas de la Côte d'Ivoire, ces personnes n'ont non seulement rien fait, mais elles utilisent même leur médiocrité comme un élément de pression pour revenir encore au pouvoir, pour continuer à harceler et à essayer de tirer le pays vers le bas.
Et vous comprendrez très bien de quelle personne ou personnage même, je dirais, je parle. Quand on a été sans valeur, sans résultat, il est mieux d'être dans son coin et de laisser des présidents utiles et productifs comme le docteur président actuel qui fait montre de ses prouesses que même les aveugles peuvent toucher et sentir. Et malheureusement, ces gens sont tellement sans valeur que même ils ne reçoivent même pas des coups de fil pour être des médiateurs. Et c'est une honte pour la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous avez vu quelqu'un, c'est quel bon pays de la CEDEAO qui va prendre Gbagbo pour être médiateur? C'est quel bon pays de la CEDEAO qui va prendre Bédié pour être médiateur? Mais ça n'amène pas ces vieillards-là à réfléchir. Alors que la Côte d'Ivoire n'est pas un petit pays. Mais parce que votre pouvoir, lorsque vous étiez à la charge, vous aviez été un échec et vous aviez été les symboles même de la médiocrité. Et c'est ce qui fait que personne ne peut se faire le choix de la médiocrité comme compagnon. Et c'est aussi simple que ça. Si vous aviez été chef de l'État, vous n'avez rien produit. Et le monde entier a constaté cela. Aujourd'hui, regardez vos camarades, même cachés dans leur plantation, on va les chercher pour résoudre des crises. Mais vous, ça ne vous dit rien. Vous voulez maintenant encore allumer le feu dans votre pays, brûler ce pays-là et aller avec ce pays dans votre tombe. Et vous voulez que les Ivoiriens s'asseyent pour vous regarder, on ne saurait le faire. Et donc, c'est pourquoi on va continuer à vous dénoncer de la manière la plus énergique. Parce qu'à un certain moment, un être humain, à défaut d'être ce qui peut être le positif, il ne faut pas chercher à transformer ces échecs en système de réflexion politique ou encore philosophique. Nous ne saurions l'accepter. Et il faudrait que vous le compreniez. Vous n'avez rien produit de positif quand vous étiez au pouvoir. Et vous deux, je parle de Laurent Gbagbo et de Seplou, vous avez fait pratiquement presque 20 ans au pouvoir et vous n'avez rien produit de positif pour la Côte d'Ivoire. Et donc vous êtes très mal placé aujourd'hui pour dire que si on vous donnait l'occasion, cette occasion, elle est révolue, c'est fini, ça ne viendra plus. Maintenant, quelle est la raison qui vous fait courir? Si ce n'est que de tirer le pays vers le bas. Et c'est pourquoi nous ne pouvons pas utiliser la médiocrité comme un compagnon. Et le monde entier a vu aussi vos résultats. C'est pourquoi jamais de la vie, vous ne serez sollicité pour être médiateur dans la sous-région. Et vous le savez très bien, ce que vous avez sémé, c'est ce que vous récoltez en ce moment. Et pour nous, ce qui est le plus important, Alassane même, avant même de quitter le pouvoir déjà, allait demander au fonds cohésien. Partout dans le monde, les gens disent, Alassane, dès que tu quittes le pouvoir, viens un autre président. Il y a même quelqu'un qui m'a dit que les pays de l'Afrique de l'Est disent que si les Ivoiriens ne veulent pas de Ouattara, que eux, ils se proposent de donner leur pays à Ouattara gratuitement, sans condition. Et donc, ce que nous avons là, on s'amuse avec ça aujourd'hui. Mais on risque de regretter amèrement l'après Ouattara. Et moi, je le dis aujourd'hui, sans embâche, l'après Ouattara sera beaucoup triste pour les Ivoiriens. Parce que j'ai lu aujourd'hui un article de Opera News et l'article parlait, est-ce qu'il faut la continuité après les trois grands? Est-ce qu'il faut choisir des technocrates? Et dans l'article, les personnes dont on citait les noms, vraiment des chômeurs patentés, des criminels aguerris que vous connaissez déjà, c'est ceux-là qui étaient les personnes les mieux placées comme de potentiels candidats. Je dis que si les Ivoiriens ne se réveillent pas, si nous ne prenons pas conscience de nous-mêmes, pour prendre des gens utiles, pour remplacer le vide que Ouattara va créer, la Côte d'Ivoire risque de tomber doublement. Ouattara n'est qu'un humain, il ne peut que faire que ce qu'il peut. Qu'est-ce que Bédié a produit en termes de résultats, en termes d'hommes? Bédié, dis-nous aujourd'hui les cadres que tu as produits et qui peuvent être des dignes représentants de la Côte d'Ivoire. Il n'y en a pas. Gbagbo, donne-nous les cadres que tu as produits. Il n'y en a pas. Aucun individu sérieux, aucun individu de valeur. Aujourd'hui, la seule alternative que nous avons, c'est nous-mêmes et le président Alassane Ouattara, qui dans sa
grande science pourrait produire des individus de bonne qualité qui pourraient faire le travail pour les Ivoiriens. Et ça, il faut être capable de le dire aux Ivoiriens, plutôt que de rester à suivre des personnes. Commencez à suivre votre destin avec des gens qui pourraient vous emmener dans le bon sens. C'est vraiment très important. La politique, ce n'est pas la passion. La politique, ce n'est pas aimer quelqu'un parce que vous venez de la même région. Parce que quelqu'un peut venir de ta même région, mais il peut être ton plus grand poison. Il peut être ton plus grand poison. Mais la politique, c'est de savoir choisir des gens qui peuvent apporter le bien, comme Alassane Ouattara le fait, sans tenir compte des différences religieuses ou de région. C'est ce qui est le plus important. Et ce qui fait que nous autres supportons Alassane Ouattara, ce n'est pas ses origines, ce n'est pas son appartenance à quoi que ce soit, c'est l'idéologie du progrès et surtout de l'évolution même de l'Afrique et de la Côte d'Ivoire en particulier. C'est cette idée-là que nous aimons et c'est cette grandeur d'esprit-là que nous célébrons. Et donc, les uns et les autres doivent comprendre cela. Et donc, les autres d'en face, je parle de Bédié et de Laurent Gbagbo, je lance un défi à vos partisans de venir nous dire les valeurs que vous avez. Moi, je viens de donner les valeurs de mon mentor. Je viens de donner les valeurs de celui pour qui j'ai déposé un vote. J'ai déposé mon vote. Et je suis fier de dire que mon vote a été défendu. Parce que grâce au vote de chacun de nous pour mettre Ouattara, la Côte d'Ivoire a pu connaître son second miracle. Et c'est grâce au vote de chacun de nous. Et donc, nous sommes les petites mains, certes, mais nous comptons parce que c'est grâce à nous que ce changement a été opéré. Et donc, vous autres qui êtes en face, venez nous dire de façon simple avec des arguments ce que vos mentors ont pu faire et qu'aujourd'hui vous êtes fiers d'eux. Parce qu'à la fin de la journée, c'est aussi de ça qu'il s'agit. Il ne faut pas être fier de quelqu'un parce que vous êtes de la même région ou bien parce que vous êtes dedans juste par pur dogmatisme. Il faut être capable de réfléchir, c'est ce qui est le plus important. Nous passons au sujet numéro 2. Côte d'Ivoire, MFA, leader, PIT et UPCI lancent la procédure pour acter leur inexistence à cause de leur appartenance au RHDP. Ça veut dire quoi? C'est ce qu'on a demandé et c'est ce qui est en train de venir. Ça veut dire que les partis comme le MFA, le leader, le PIT et l'UPCI disent qu'à partir de maintenant, là, ils vont se fondre dans le RHDP. On ne va plus parler encore de RHDP multicolore avec section MFA, PIT, UPCI, etc., etc. Et c'est ce que nous avons demandé. Et c'est très important. Il faut que les dirigeants actuels du RHDP aient le courage de discuter avec les partenaires qui veulent bien être avec le RHDP et de se fondre là-dedans une bonne fois pour toutes. Et il me semble que le travail vient de commencer. Et donc, 3 ans après la création du RHDP, les 25 et 26 janvier 2019, les partis du MFA, qui veut dire Mouvement des Forces de l'Avenir, du PIT, le Parti Ivoirien des Travailleurs, de l'UPCI et des leaders, décident enfin de se consacrer entièrement à cette coalition, car ils ont entériné, librement et volontairement, sans calcul, au premier congrès ordinaire du RHDP, les statuts et règlements intérieurs de celle-ci. Leur porte-parole, CKCK Joseph, a donné l'information à la presse ce matin au cours d'une rencontre où il a invité tous les anciens militants et les sympathisants de ces 4 formations politiques à s'impliquer totalement et définitivement dans l'animation des instances et des structures de base de leur nouveau parti, le RHDP unifié. Il a à l'occasion rappelé que les partis politiques d'origine ont de fait cessé d'exister depuis les 25 et 26 janvier 2019, date de la tenue du premier congrès ordinaire du RHDP. Selon le porte-parole CKCK Joseph, la procédure pour acter l'inexistence des anciens partis est en cours d'exécution. Nous rappelons également à nos militants et sympathisants et à l'opinion nationale que la procédure pour acter l'inexistence de nos anciens partis est en cours d'exécution et que l'information sera portée à la connaissance de tous le moment venu, a-t-il insisté. Malgré les divisions internes au sein de ces différentes formations politiques respectives, ces leaders contestés, entre guillemets, réaffirment leur loyauté et leur attachement indéfectible à son Excellence, Monsieur le Président de la République Alassane Ouattara,
et au RHDP dont il est le président. Il y a toujours eu des dissidences. C'est la légalité du droit qui fera avancer. Nous sommes dans un processus légal. Le droit parlera. Ils peuvent parler. Il va avoir des sons discordants. La minorité ne doit pas imposer sa voix à la majorité, a reconnu Lansine Karamoko de leader lors des échanges avec la presse. Les 4 partis qui annoncent leur dissolution dans les jours à venir réitèrent enfin leurs engagements à œuvrer partout où besoin se fera pour véhiculer les valeurs de cohésion, de solidarité, de dialogue, de travail et surtout de développement qui sont chers à leur champion, le président du RHDP. Fondée le 18 mai 2005 à Paris, l'Alliance politique RHDP s'est muée en parti politique le 16 juillet 2018 suite à l'Assemblée générale constitutive qui s'est tenue dans un grand réceptif hôtelier d'Abidjan pour formaliser la vision d'une Côte d'Ivoire rassemblée et à la demande du président du parti, son Excellence Alassane Ouattara, les partis membres du RHDP se sont retrouvés les 25-26 janvier 2019 au cours du premier congrès ordinaire pour entériner le statut et règlement intérieur du RHDP. Et donc, comme je le disais, c'est vraiment intéressant et c'est nous qui sommes heureux parce qu'il faut savoir profiter des expériences du passé pour ne pas commettre les mêmes erreurs. Et donc, il est temps que vraiment en tant que formation, le RHDP assume dignement et pleinement ses responsabilités pour faire comprendre aux différents partis qui veulent bien être avec le RHDP, si en 2020, de façon spectaculaire, certains se sont retirés, c'est parce que tout n'était pas bien ficelé comme il se devait. Mais aujourd'hui, avant 2025, il est important que tous ceux qui se réclament du RHDP doivent être simplement RHDP et purement RHDP. Et donc, il faut qu'ils acceptent de se fondre, comme je le dis, de se fondre dans le RHDP, de sorte que on ne parle plus de RHDP MFA, RHDP ceci, cela, parce que c'est très important, ça va nous faire éviter le piège qui est arrivé en 2020, avant les élections. Or, l'expérience est le meilleur maître d'une personne. Quand tu as eu à commettre des erreurs et que le temps t'a permis de t'améliorer, il ne faut pas hésiter. Et donc, ça sera aussi une très bonne chose parce que ça va permettre d'assainir le RHDP et surtout, ça va permettre de mettre fin aux défections. Parce que quelqu'un qui se dit, par exemple, je suis RHDP X et qui est sous ce statut-là, rien ne prouve que demain, lorsqu'il partira, il peut toujours se prévaloir de ce titre. Mais lorsque il vient dans le RHDP et que son titre est dissous et qu'il est dans le RHDP, même s'il doit partir, il en a la liberté, mais il part en tant que qui? Il part en tant que lui-même et donc comme personne. Parce que légalement, il aura perdu son statut. Et donc, ça veut dire que cela peut être une raison qui va plus encourager les gens à rester dans le parti plutôt que de faire des aventures selon les besoins de leur ventre dans les différentes chapelles politiques. Le troisième sujet concerne les taxis-compteurs qui ont finalement mis fin à leur grève. Et donc, pour moi en tout cas, j'estime, comme le titre le dit, le faux combat contre Yango et Uber. Les chauffeurs de taxi-compteurs ont manifesté depuis quelques jours contre les applications des transports Uber et Yango. Ces derniers leur feraient une concurrence déloyale. Après une rencontre avec le ministre des Transports la semaine dernière, il avait été décidé de la suspension de leur grève. Mais de nombreux taxis n'ont pas circulé hier mardi à Abidjan. La raison, selon Drissa Diaby, président de l'association des détenteurs de taxis-compteurs de Côte d'Ivoire, des individus se réclamant syndicats se sont postés à différents coins des rues de la capitale pour empêcher les taxis-compteurs de circuler. Nous allons lancer ce mardi un autre appel au travail, signale M. Drissa Diaby. Le problème avec les applications Yango et Uber, selon lui,
a été provoqué par les chauffeurs de taxi eux-mêmes. Et donc, celui qui parle là s'est présenté comme le président de l'association des détenteurs de taxi-compteurs de Côte d'Ivoire. Et la première chose qu'il dit, il dit le problème avec les applications Yango et Uber, selon M. Drissa Diaby, a été provoqué par les chauffeurs de taxi eux-mêmes. Il s'explique. Au début, ce sont eux qui collaboraient avec ces structures, c'est-à-dire ce sont les taxi-compteurs qui collaboraient avec Uber et Yango. Il s'est trouvé que pendant les heures de pointe, lorsque Yango et Uber tentaient de joindre les taxi-compteurs, ils fermaient leur téléphone. Les conducteurs de taxi-compteurs fermaient leur téléphone. Alors que ce sont des entreprises qui ont besoin de fonctionner, rappelle Drissa Diaby. La conséquence, c'est que Yango et Uber ont fait appel à d'autres services, en l'occurrence des véhicules personnels. Des conventions ont même été signées avec des structures de transport, au détriment des taxis-compteurs. Nous demandons simplement que Yango et Uber payent des taxes comme nous, rappelle le responsable de l'association des détenteurs de taxi-compteurs de Côte d'Ivoire. Et donc, le monsieur fait deux déclarations qui sont très importantes. Il fait d'abord une première déclaration en tant que le président de l'association des détenteurs de taxi-compteurs de Côte d'Ivoire. Il accuse gravement même sa structure en disant que eux-mêmes ils n'ont pas raison. Parce que quand Uber et Yango étaient arrivés, c'est avec les chauffeurs de taxi qui travaillaient avant. Mais quand toi tu as créé ton entreprise pour qu'on puisse faire la mobilité, pour qu'on puisse faire déplacer les gens, et que c'est pendant les heures de pointe que ça marche. Quand ils ont un client, ils ferment. Parce qu'ils ne ferment pas pour s'asseoir. Et comme les gens n'ont pas le courage de dire la vérité, aux heures de pointe, ça les arrange. Et donc, ils vont prendre les clients. Eux, ils ont pensé que Yango et puis Uber à l'attendre, c'est aux heures où il n'y a pas de pointe là. Là, eux vont profiter de Uber et puis Yango. C'est un malin. Mais tu penses que tu es malin, mais il y a quelqu'un qui est plus malin que toi. Donc, chaque fois que Yango et Uber avaient besoin d'eux, on ne les trouve pas. Bon, comme ce n'est pas palable, Yango et Uber ont donc décidé de rentrer en collaboration avec des particuliers et puis des gens qui ont un petit parc automobile. Et dans ce contexte, donc, il arrive même que Yango et Uber peuvent ne même plus avoir besoin des taxis-compteurs. Et les taxis-compteurs ont vu maintenant l'efficacité de Yango et de Uber. Et maintenant, eux-mêmes là, ça chie sur eux maintenant. Ça ne marche plus. C'est ce qui les a fait mal. Et donc, on ne grève pas pour gréver. Parce que votre président même là, il vient de vous mettre dans le pain devant tout le monde. Mais ça, c'est une première. Ça, c'est une première partie du problème. Mais comme il veut se justifier, il va plus loin pour dire que nous demandons simplement à Yango et à Uber de payer les taxes comme nous, rappelle le responsable de l'association des détenteurs de taxi-compteurs de Côte d'Ivoire. Mais ça encore, c'est une déclaration qui n'est pas faite à votre honneur. Parce que Yango et ces compagnies-là peuvent pas, elles sont installées dans la légalité. Je crois que vous devriez le savoir. Ce ne sont pas des compagnies qui existent dans le faux. En tout cas, pour ce que je sais. Et donc, ces compagnies-là payent déjà leurs taxes. Et donc, ce que vous êtes en train de dire ne tient pas. Mais vous le dites pour essayer d'attirer l'attention des autorités, pour que les autorités puissent prendre votre combat au sérieux. Mais ce n'est pas à vous de leur dire de payer les taxes. Aujourd'hui, dans le Conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement a dit qu'ils ont un programme à atteindre et qu'ils vont essayer de dire aux Ivoiriens de payer plus de taxes. Nous tous, on a entendu ça. La première personne qui a besoin qu'on paye les taxes, là, c'est le gouvernement. Allez faire votre travail. Soyez sérieux dans votre travail. Ça, je dis ça à tous les chauffeurs. Barakom, tant que vous n'allez pas être sérieux, aujourd'hui, le même problème va arriver aux chauffeurs de Bara. Vous allez rester là. Il y a des gens qui vont réfléchir. Et surtout, je parle des djoulas. Vous ne savez pas que quand tu as quelque chose là, il faut améliorer. Il faut adapter ça au temps. Vous allez rester là. Petit à petit, il y a des gens qui vont venir vous arracher le marché des Bara. Vous allez voir. Voilà, Uber vient d'arracher le marché des taxis. Dans l'amusement là, Uber vient de prendre le contrôle.
Quand on vous dit, vous avez les apprentis qui ne respectent pas. La semaine passée, ils ont limé un à Yopougon, frappé comme il se devait. C'est le désordre. Maintenant, voilà les conséquences du désordre en face de vous. Parce que ceux qui vont bien comprendre le système vont profiter de vos désordres pour s'imposer. Imaginez-vous aujourd'hui que quelqu'un qui fait la ligne, par exemple, à Bobo, à Djamé, ou bien par exemple Yopougon, à Bobo, ou bien par exemple à Djamé, Benjerville, il organise bien sûr ce modèle-là. Il réfléchit un peu et puis met un modèle fixe en place, bien organisé. Il suffira que ce soit organisé. Je vous jure que, je ne dis même pas plus. Il suffit que ce soit organisé. Les gens vont vous fuir. Vous les gens de Barala. Il suffit que la personne soit organisée. Qu'il fasse des gars pour dire, bon, tu vas là à Benjerville, voilà, tu viens ici, tu attends. Voilà le prix, il n'y a pas de discussion, tout. Ils n'ont qu'à bien habiller leurs gars, dire de respecter les clients. Tous les barras vont tomber. Parce que vous exagérez maintenant. Et à force d'exagérer là, vous êtes en train de vous faire détester de tout le monde. Ça, il faut qu'on vous dise ça. Si vous ne vous adaptez pas, la même chose qui est arrivée au taxi compteur là. Un jour, ils vont chercher chien pour laver. Ils ne vont pas trouver. Voilà aujourd'hui les chauffeurs de taxi. C'est qu'eux-mêmes, ils ont vomi là. Et aujourd'hui, pourquoi ils ont accepté? Pourquoi ils ont accepté? S'ils sont garçons, il ne faut pas, ils vont accepter. Ils n'ont qu'à lutter. Si votre combat est normal là, si votre combat est juste là, continuez à lutter. Continuez à lutter. Mais c'est votre faute. Votre président même dit que vous avez signé une convention avec des gens. Quand on vous appelle, on ne vous trouve pas. Et vous voulez que ces gens-là ferment les bras, ils n'ont qu'à vous attendre. C'est le jour où vous n'aurez pas de clients maintenant, vous allez aller derrière eux. Mais eux aussi sont plus malins que vous. Ils savent, eux aussi c'est l'argent qu'ils sont venus chercher. Et donc, la malhonnêteté là, tu peux faire jusqu'à... Mais le jour que tu vas tomber plus sur quelqu'un qui est plus malin que toi, ça te rattrape. C'est ce qui vous est arrivé là. Et donc, n'utilisez pas le faux argument que non, ils ne payent pas les mêmes taxes. Et ils ont déjà discuté leur partenariat avec l'État de Côte d'Ivoire. Si vous vous organisez, que vous discutez aussi votre partenariat avec l'État de Côte d'Ivoire, je crois que le meilleur partenariat sera de demander à l'État de vous aider en diminuant les taxes. C'est ça qui est la vérité. Ce combat que vous êtes en train de dire là, si vous... Et c'est très dangereux pour vous-même. Parce que si vous voulez que l'État augmente les taxes de Yango, c'est la même corporation. Ils vont augmenter, puisque vous, vos taxis travaillent avec eux, ils vont augmenter aussi vous aussi vos taxes. C'est ça aussi qu'il faut qu'on vous dise. Et donc, quand tu mènes un combat, il faut être intelligent et il faut trouver les méthodes, sinon tu finis par toi-même te piéger. Et donc, lors de la dernière rencontre avec le ministre des Transports, il leur avait été proposé de privilégier la négociation. Nous ne pouvons pas empêcher ces applications d'exister parce qu'elles existent ailleurs. Nous ne pouvons que leur demander de se mettre en règle, reconnaît M. Diaby. Il est prévu un atelier sur la question dans les jours à venir. Et donc, voyez-vous, si vous aviez respecté votre part du contrat, ça aurait été quelque chose de mieux. Et dans cette négociation-là, vous n'allez jamais gagner, comme je l'ai dit. Et donc, soyez plus professionnels, plus organisés et surtout, que les gens de Barra se méfient parce que la même chose risque de leur arriver. Leur inorganisation et leur désordre, ils risquent de payer cela très cher. Parce qu'on ne peut pas prospérer dans le désordre. Un jour, syndicat, 1000 désordre, tout. Vous décomposez les gens, vous prenez aucun respect. C'est trop de choses. Ce que tu prends pour te nourrir là, si tu ne respectes pas les gens là, ça ne va jamais te profiter. Et c'est pourquoi le monsieur vous a dit hier que tu fais tout ça là, tu roules, mais quand tu as fini là, si tu as trop réussi, c'est pour aller jouer dame. Ou bien si tu as percé, c'est pour aller faire cafétéria serré. On appelle ça serré. Mais ça ne vous dit rien. Parce que le désordre, quand tu vis du désordre, tôt ou tard, tu finis par payer le prix. Mais ça ne vous dit rien. Mais asseyez-vous. Un matin là, quand les Libanais vont se mélanger dans le transport devant vous là, ils vont faire des gars, vous n'allez rien comprendre. Ils vont aller prendre accréditation, venir mettre des gars. Yopougon, Benjerville, Abobo, Adjamé, il n'y a pas de discussion. Ils vont te dire le prix, c'est peut-être 300, 400. C'est un direct propre, sans bruit. Vous les durs là, vous allez chercher chien à laver, vous n'allez pas trouver. On vous parle, vous pensez que c'est parce que les gens sont contre vous. Ceux qui ont les moyens là, quand ils vont bien s'organiser là, votre désordre, vous allez prendre ça comme la conséquence sur votre tête pour vous promener. Et donc, chaque fois qu'on est en train de vous dire de vous organiser, c'est à votre propre avantage. Les syndicats là ne vous arrangent pas.
Hier, j'ai demandé le président des chauffeurs de Baga du district d'Abidjan. Je lui ai demandé ici. Peut-être qu'aujourd'hui, il pourra intervenir. Les syndicats, là, avec tout ce qu'ils font là, mais l'argent là va où? Tout le monde sait où l'argent va. Mais j'ai demandé, est-ce que vous avez un avantage dedans? Parce qu'on ne peut pas collecter de l'argent avec quelqu'un en lui disant que non, c'est pour des raisons, mais qui ne sont jamais respectées. Et donc, si vous-même aussi jouez avec cette situation-là, ça n'engage que vous. Mais tôt ou tard, le désordre va connaître sa fin. Le désordre, là, ça va s'arrêter. Et le jour que le désordre va s'arrêter, là, vous risquez de perdre votre boulot et votre gagne-pain. Et ça, beaucoup de personnes ne vont pas vous dire ça. Mais nous, on préfère vous dire ça. Pour que vous commenciez déjà à vous organiser. Vous, les propriétaires de Bagala, commencez déjà à faire des associations. Si vous voulez par quartier, si vous voulez par truc. Et puis maintenant, essayez d'entrer en contact avec le ministère du Travail pour discuter des questions. Si vous voulez vous faire ça globalement, si vous voulez vous faire ça individuellement, et vous mettez des choses en place. À Bobo Adjamé, voilà le prix. Parce que le carburant n'augmente pas. Hein. Le gouvernement fait des efforts. Le carburant n'augmente pas. Mais ce que vous faites là, le peuple voit. Vous augmentez les prix n'importe comment. Heure de pointe, les prix montent. À Bobo Yokoubo, même, ça peut devenir 1000 francs. Pardon, je vais dire, à Bobo Adjamé, peut devenir souvent 1000 francs. Souvent 500. Et vous pensez qu'aujourd'hui, les gens ne peuvent rien. Mais vous allez trouver un jour une société qui va venir, qui va plafonner le prix à 300 ou à 400. Et tout le monde va vous abandonner. Et vous allez dire encore que c'est cette société, c'est comme ci, c'est comme ça. Alors que c'est parce que vous ne vous êtes jamais organisé. Vous avez pensé que le désordre, là, ça pouvait prospérer. Mais un jour, ça va finir. Et les chauffeurs de taxi, compteurs, ont compris ça aujourd'hui. Ça leur a frappé dans le visage. Et ils sont aujourd'hui en face de leurs responsabilités. Est-ce que c'est ce que vous voulez qu'il vous arrive? Ce n'est pas vraiment ce que moi je souhaite. Et je préfère vous dire la vérité. Il est mieux que vous organisez votre secteur, que vous assainissez ce domaine-là. Parce que si tous les propriétaires de Bawa se lèvent aujourd'hui pour dire, bon, il y a trop de désordre. C'est moi-même qui ai payé ma voiture. C'est toi qui as payé ta voiture. Asseyons-nous. On prend les chauffeurs, on s'assoit. Mettons quelque chose en place, proposons au ministre des Transports. Nous, en tant que propriétaires et en tant qu'acteurs du domaine, on ne veut plus entendre parler des syndicats. Ou bien on veut que le ministère même crée un syndicat. Ou bien le ministère, on étudie la question, on met quelque chose en place. Et c'est à cela que nous appelons le ministère. Comme la MACA existe pour les taxis-compteurs, de trouver les mécanismes pour créer un syndicat qui va assainir le domaine des BACA pour essayer de décharger le poids économique sur la population. Parce que beaucoup de personnes souffrent. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à l'heure à cause du travail. Quand tu quittes par exemple Bingerville pour aller au plateau les matins, c'est le parcours du combattant. On te prend à Bingerville, on vient te déposer à Nouveau Goudron. Alors que c'est le transport d'Adjamé qu'on t'a pris. Et dans le désordre, ils vont vous déposer là-bas. Quand tu arrives à Nouveau Goudron, ils vont te prendre pour aller te déposer, comme on appelle quelque part, avant même la Riviera. À la Riviera encore, ils vont vous prendre tourner avec vous. Ainsi de suite, mais ça n'a aucun sens. Et les autres vous regardent. Mais un jour, quelqu'un qui a les moyens et les stratégies va venir s'imposer un matin et vous n'allez rien comprendre. Et donc, c'est le moment de prendre votre temps pour réfléchir et organiser ce secteur-là comme il faut. Le quatrième sujet, c'est une écriture d'éclaireur pro-vérité qui a pour titre « Le choix volontaire de l'aliénation ». L'aliénation, si je veux expliquer ça d'une certaine façon, ça veut dire celui qui accepte de se condamner lui-même, celui qui accepte de se rendre rien. Voilà, si on veut parler en français simple. Celui qui accepte qu'il n'est rien, qu'il ne vaut rien, il n'a pas de valeur. Celui qui accepte d'être esclave. Et donc, le choix volontaire de l'aliénation. On dira d'une personne qu'elle est aliénée lorsqu'elle accepte de jouer contre ses propres intérêts. L'aliéné pense qu'en acceptant sa situation, qu'elle se libère. Mais en réalité, elle ne fait que
différer une souffrance qui lui sera plus grande et beaucoup plus pénible. En un mot, refuser de reconnaître la réalité et manquer de courage de la dénoncer est la pire des aliénations. Dans une société, surtout les sociétés africaines, la capacité de se surpasser pour reconnaître un fait et dire les travers qui se présentent à nous est vue comme une transgression. On voudrait que tout le monde se taise, même lorsqu'on voit le pire venir. Dans la politique africaine, il ne faut pas donner des opinions, surtout quand celles-ci sont contraires à la pensée collective. Il faut simplement accepter de suivre bêtement jusqu'à se trouver dans l'impasse. C'est bien l'aliénation mentale des pro-Gbagbo qui les a conduits à la perte brutale d'un pouvoir calamiteusement acquis qu'ils vont gérer dans un désordre absolu. Pour eux, aucun sens critique n'était admis. C'était soit l'omerta ou la promesse certaine d'une mort. Mais tout le monde sait là où cette logique suicidaire a conduit ces personnes et leur régime scabreux. C'est bien à l'épreuve du pouvoir qu'on découvre véritablement nos faiblesses, tant internes qu'externes. Une chose est évidente, la gestion du pouvoir nous met des choix difficiles en face. Or, refuser de faire des choix, surtout les bons, sont aussi de l'aliénation. La possibilité d'accepter des critiques positives qui vont être des solutions ne fait que prémunir le prince et ses courtisans de certaines douleurs, de certains manquements et surtout de certaines failles auxquelles ils n'ont pas forcément prêté attention ou eu un écho qui soit basé sur l'effectivité des faits. Ne soyons pas des consciences soumises et déshumanisées. Que vaut une conscience lorsqu'elle est téléguidée par celle d'autrui? C'est comme droguer une personne et lui faire signer son testament ou lui faire signer la lettre de confirmation de sa propre mort. Ne soyons pas les victimes de l'altération de nos propres consciences par manque d'objectivité. Celui qui veut toujours justifier sa situation en s'identifiant à quelqu'un d'autre finira dans un désespoir atroce et très cruel. Soyons nous-mêmes, car lorsque nous n'avons plus les mots et surtout le courage de parler de notre propre condition, nous devenons des êtres sous contrôle de la manipulation. Ne justifions pas notre propre servitude par un amour aveugle ou la peur de dire la vérité qui pourrait être au profit de la collectivité. Ne soyons pas des humains inachevés parce que l'histoire ne nous fera pas de cadeau et notre propre existence sera une angoisse permanente. Ne soyons pas fiers de nos conditions, de personnes piégées dans les escalades de nos propres engagements. Source éclaireur pro-vérité. Nous terminons définitivement avec le Soro Show, qui est dossier présidentiel du 31 octobre 2020, Guillaume Soro, ses grandes manœuvres pour dynamiter le processus électoral. Et donc, on va dire aujourd'hui, certainement, vous avez lu une partie de l'article, mais on va donner des détails que beaucoup de personnes ne savaient pas forcément. Et vous allez voir combien de fois Soro Guillaume a lutté pour que ces élections n'aient pas lieu.
Et donc, suivez très bien les détails. Il a même eu à menacer Kakabe et le 19 septembre 2020. Et donc, vous allez avoir tout ça aujourd'hui dans cet article-là. Interrompre le processus de l'élection présidentielle de 2020. C'était un objectif de Guillaume Soro. Pour cela, il avait mis plusieurs fers au feu. Voilà. Il a été actif sur deux fronts. L'un politique. Tuer la présidentielle en créant un défaut de candidat face à Ouattara. Et l'autre stratégie de Soro Guillaume était un plan institutionnel. Mettre une pression maximale sur le Conseil constitutionnel qui valide les candidatures pour paralyser l'institution. Le 17 septembre 2020, au cours de sa conférence de presse à l'hôtel Bristol à Paris, il annonçait déjà qu'il était en contact avec Henri Konan Bédié et Afin N'Guessan pour évoquer leur participation à la présidentielle d'octobre 2020. Le retrait des deux candidats précités était acté dès cette date, même si l'annonce en a été faite plus tard, le 15 octobre 2020, date de l'ouverture officielle de la campagne électorale. Restait la candidature de Konan Kwadjo-Bertin que Guillaume Soro fermement entreprend de contacter. Pour consolider la position de l'opposition, il faut absolument obtenir le retrait de Kakabe, le dernier des candidats qui donnera caution et crédit au processus en cours. Guillaume Soro se colle donc à la mission. Il cherche et trouve un canal pour parler à Kakabe. Il parvient à le joindre le 19 septembre 2020. En passant par le téléphone d'une collaboratrice de Kakabe, dont il avait le numéro et avec laquelle il avait visiblement un contact régulier. Il lui explique qu'il faut qu'il prenne date avec l'histoire en se retirant du processus électoral en cours. Soro Guillaume a même dit encore qu'il a pris toutes les dispositions, y compris les plus extrêmes. Vous entendez ce qu'il dit à Kakabe? Il dit, il est bien pour toi que tu prennes rendez-vous avec l'histoire en te retirant. Mais Kakabe sache que moi, Soro Guillaume, j'ai pris toutes les dispositions, même les plus extrêmes. Quand tu dis que tu as pris une décision extrême, ça veut dire quoi? C'est une menace sur la vie de Kakabe. C'est une manière de dire, si tu persistes, tu vas mourir. Et donc, pour que l'élection n'ait pas lieu, le pays, ajoute Soro Guillaume, entrera coûte que coûte dans une transition. Et toi, Kakabe, tu seras isolé. Tu seras tout seul. Et tu seras perdant si tu lis ton sort à celui de Ouattara. En se maintenant dans ce processus. Kakabe l'écoute. Il promet de mettre fin à l'échange, d'y réfléchir. Il raccroche, mais prend peur avant de se ressaisir. Jusqu'au dernier moment, Guillaume Soro a misé sur un retrait de Kakabe. Il en avait donné l'assurance à Henri Konan Bédié et à Pascal Afin N'Guessan. La suite de l'histoire est connue. Kakabe maintiendra sa candidature à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Il entreprend de contacter le doyen Kone Mamadou, le président du Conseil constitutionnel, à la fin du mois d'août 2020. Pour mémoire, Alassane Ouattara, candidat du RHDP, a annoncé son intention d'être candidat le 6 août 2020, au cours de son message à la nation pour la fête de l'indépendance. Il a été officiellement investi par son parti le 22 août 2020.
il faut aller vite. Soro met les bouchées doubles. Il joint le président du Conseil constitutionnel. Son message pour le responsable de cette institution qui statue sur l'éligibilité des candidats à la présidentielle est simple. Il sera un homme juste, un homme de courage et un grand patriote. S'il ne valide pas la candidature d'Alassane Ouattara pour la compétition du 31 octobre 2020. Et donc, je ne sais pas si vous suivez comme moi. Après avoir convaincu Whisky Konan et Afinguessan qui vont retirer leur candidature sans aucune forme de procès et sans justification, il a essayé de menacer Kakabe et de lui dire qu'il va tuer Kakabe si Kakabe ne retire pas sa candidature. Et Kakabe en a pris peur, mais après il s'est ravisé. Et donc, qu'est-ce que Soro Guillaume fait? Il va rentrer en contact avec le président de la Cour constitutionnelle, comme je viens de le dire. Et le message qu'il donne au président de la Cour constitutionnelle est simple. Il dit, si tu annules la candidature de Ouattara, pour lui, Soro Guillaume, c'est là que le président de la Cour constitutionnelle sera un homme juste, il sera un homme courageux, il sera un patriote. Donc, ça veut dire que le président actuel, qui a validé la candidature du président en cours, qui était Ouattara, donc ça veut dire que les gens qui ont validé au temps de Gbagbo la candidature de Ouattara n'étaient pas des gens justes, ce n'étaient pas des gens de courage, ce n'étaient pas des gens patriotes. Ça veut aussi dire que ceux qui ont validé la candidature de Ouattara en 2015 n'étaient pas des gens justes, n'étaient pas des gens de courage, n'étaient pas des gens patriotes. Et donc ça veut dire que pour lui, Soro Guillaume, pour être quelqu'un qui est patriote, juste, courageux, il faut d'abord trouver quelqu'un qui doit dire du faux, qui doit transformer la vérité en faux. Et donc, vous découvrez un autre aspect de l'individu qui vit dans un mensonge sans limite, qui ne vit que dans le faux et dans les menaces. Et ça, je vous l'ai déjà dit. J'ai dit que l'individu ne prospère que dans les menaces. Et aujourd'hui, voilà en face de vous, il a menacé Kakabe. Et aujourd'hui, voilà, ça sort aujourd'hui. Et aussi, ce qu'il a dit aussi au président du Conseil constitutionnel, c'est une forme de menace à l'intégrité et même au travail des hommes de droit. Parce que le droit n'est pas un jeu. Et effectivement, en acceptant la candidature de Ouattara, ceux qui l'ont fait, l'histoire est là. Et l'histoire dira les raisons pour lesquelles ils ont retenu la candidature de Ouattara. Mais l'histoire aussi retiendra que ceux qui ont voulu qu'on lise le droit à l'envers, ceux qui ont voulu qu'on transforme le faux pour en faire du vrai, en menaçant un président de Cour suprême pour qu'il dise le faux, pour qu'il prêche le faux, c'est une première en Côte d'Ivoire. Et cela a commencé avec l'individu Soro Kibafori Guillaume, qui lorsqu'il arrive, il échoue à t'assassiner, comme c'était le cas de Kakabe et du président Ouattara. Il a menacé les Bédié et autres. Et Bédié ira même jusqu'à dire que c'est son soldat. Parce qu'il a dit à Bédié, j'ai des armes, j'ai des hommes. Et donc, il faut maintenant passer par la surenchère. Et comme vous le voyez, ça c'est la troisième étape. Soro Guillaume va vouloir kidnapper la première dame. Je vais vous parler de tout ça aujourd'hui. Et donc, on continue. Soro Guillaume lui propose également l'éventualité de démissionner avant l'examen des candidatures qui s'ouvrent après la transmission des listes par la commission électorale le 3 septembre 2020. Et ça, ce côté-là, il faut le dire. Si vous vous souvenez très bien, une fois Soro Guillaume dans ses communications a dit que ceux des cadres de la République qui veulent leur salut sont tenus de venir lui faire allégeance. Parce que quand eux vont prendre le pouvoir, dans leur tête, eux quand ils prennent le pouvoir, ils t'assassinent. Et donc il a été clair. Et il faut dire qu'en ce moment, à partir de septembre, je vais dire à partir d'août 2020, la peur était grande. Parce que l'armada, la machine qu'ils avaient mis en œuvre, même Jerry Rawlings qui est mort était dedans. Ils avaient aussi leur relais sud-africain et leur relais angolais.
Et ils ont dépensé 6 milliards de francs CFA. Et ils avaient même corrompu certaines grandes chaînes dont je ne dirai les noms, mais que vous savez, qui devraient amplifier le message et discréditer le gouvernement de Côte d'Ivoire. Et donc, Soro Guillaume menace les institutions. Et donc, il va même proposer au président de la Cour constitutionnelle de démissionner avant l'examen des candidatures qui s'ouvre après la transmission des listes électorales. Et ça, c'était en date du 3 septembre. Là, comme ça, eux, ils allaient dire partout que vous voyez, Ouattara, c'est un dictateur, c'est un piètre individu. Même le président de la Cour constitutionnelle a démissionné. Et tout ça, ça allait salir et affecter le moral de toutes les personnes qui savent lire entre les lignes. Guillaume Soro poursuit. Sa sécurité et son intégrité physique sont totalement assurées. Il est attendu dans l'enceinte de l'ambassade des États-Unis à 300 mètres de la résidence pour être protégé. Ok, chers parents, moi je vous dis, si tu viens suivre l'émission de l'éclaireur pro-vérité, arrange-toi, il ne faut pas allumer ton téléphone. Ça, c'est du chantage. Si tu dis à un président d'institution, si tu lis le droit, ça te risque péril. Mais si tu ne lis pas le droit, si tu transformes le faux en vrai, en disant que Ouattara est disqualifié, tu mets ta carrière en risque, tu mets ta carrière de juriste, parce que lui, Soro n'a pas à l'école. Il ne sait pas que quand il y a un juriste là, de la taille de Kone Mamadou et autres, c'est des personnes qui ont étudié et c'est des personnes qui sont suivies en dehors de la Côte d'Ivoire. Et donc, il faut mettre ta crédibilité en danger et il faut te fourvoyer. Et quand tu vas finir de te fourvoyer, voilà les mots exactement comme il dit. Soro Guillaume lui dit, M. Kone Mamadou est vivant. Si c'est faux qu'il vienne ici pour dire que tu as menti, il dit, ta sécurité et ton intégrité physique sont totalement assurées. Et on t'attend à l'ambassade des États-Unis à 300 mètres de ta résidence pour être protégé. Ça veut dire quoi? Donc, si tu ne fais pas ça, la même chose qu'il a fait à Kakabe, il dit, si tu ne fais pas ça, ta sécurité et ton intégrité physique ne seront pas assurées. C'est ce que ça veut dire. Si tu ne fais pas ce que je te dis, je vais te tuer. Et je vous ai toujours dit ça. Le langage de l'individu, c'est toujours, si tu ne fais pas ce que je veux, je te tue. Et il est sérieux. Il est très sérieux là-dedans. Ne vous amusez pas. C'est un criminel dans l'âme. C'est un individu très dangereux. Et donc, voilà, après avoir menacé Bédié, après avoir menacé Afinguessan, cela ne justifie pas. Je ne justifie pas ces personnes-là. Mais je suis en train de vous montrer ce que Soro Guillaume fait et il a toujours fait et prospéré là-dedans. Par la suite, des rumeurs ont enflé, faisant état d'une tentative de fuite du président du Conseil constitutionnel à l'étranger et de son refuge à l'ambassade des États-Unis. Donc, quand ils ont échoué, le président de la Cour constitutionnelle, Kone Mamadou, est resté serein. Les mêmes individus lugubres et lamentables que vous connaissez sur les réseaux sociaux, il faut procéder par la désinformation, puisque Mamadou Kone n'a pas accepté. Soro Guillaume dit à ses chiens de guerre sur les réseaux sociaux, dites que le président de l'Assemblée nationale et de la Cour constitutionnelle vient de fuir le pays et qui s'est caché à l'ambassade des États-Unis. Alors que je viens de vous dire, ces gens-là, chaque fois qu'ils font une accusation, c'est un plan qu'ils ont préparé. Chaque fois qu'ils accusent quelqu'un, c'est un plan qu'ils ont préparé. Et comme bizarrement, c'est eux encore qui disent qu'il aurait trouvé refuge à l'ambassade des États-Unis. Chose bizarre. Alors que Soro Guillaume, Mamadou Kone est vivant. Et l'article que je lis, ce n'est pas moi-même qui ai écrit. C'est le journal de ton ami. Celui qui en savait beaucoup. Et donc, les mêmes mots que tu as dit ici, comme le menteur, ton mensonge te rattrape. Ce que Kone Mamadou a démenti le 30 septembre 2020, à l'issue d'une audience qu'il accordait justement à Richard Bell, ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, au Conseil constitutionnel pour passer en revue les ONG américaines venues observer le processus électoral. Pour le reste,
M. Kone Mamadou est un haut magistrat, conscient du poids de sa charge. Le 15 septembre 2020, l'institution rendait son arrêt pour confirmer la validité des 4 candidatures, dont celle d'Alassane Ouattara. Ceci expliquait cela. Le président du Conseil constitutionnel sera vilipendé, traité de tous les noms d'oiseaux par Guillaume Soro au cours de sa fameuse conférence de presse à Bristol, 2 jours plus tard, c'est-à-dire exactement le 17 septembre 2020. Quelques mois plus tard, il en rajoute une nouvelle couche. Comme pour se venger, Chris Yapi, un cyberactiviste dont la vraie identité est Soro Guillaume lui-même, annonce le 25 mai 2021 la mort du président du Conseil constitutionnel. Et donc, même quand il échoue à te tuer, il va souhaiter dans son âme que tu meurs. Et c'est pourquoi, le jour de la mort d'Ahmed, vous l'avez surpris en train de fêter la mort d'Ahmed avec du champagne. Qui ne se souvient pas de ça? Et donc, tellement il avait la haine pour Kone Mamadou, le 25 mai 2021, il va annoncer la mort de Kone Mamadou pour satisfaire sa conscience. Fait démenti 2 jours plus tard, Kone Mamadou recevait le nouveau ministre de la Réconciliation nationale au siège de son institution. Il peut ne pas y avoir élection en Côte d'Ivoire. Le scrutin du 31 octobre 2020 n'aura pas lieu. Propos de Soro Guillaume. Tel a été le leitmotiv de la communication agressive déclenchée par Soro Guillaume le 17 septembre 2020. 2 jours après la décision du Conseil constitutionnel qui a validé la candidature, lançant officiellement le processus électoral. Il préparait ainsi le terrain et les esprits d'abord au boycott actif et à la désobéissance civile qui seront lancés 1 mois plus tard, le 15 octobre par l'opposition significative. Mais également, ils avaient prévu le pire. Et pour cela, il fallait aller étape par étape. J'espère que vous suivez avec moi et que vous comprenez très bien. Ils disent qu'ils avaient préparé le pire et que pour cela, il fallait aller étape par étape. Première étape, il faut fédérer les énergies. C'est-à-dire toutes les forces du mal doivent se mettre ensemble. Il fallait trouver le moyen de reconstituer un front anti-Ouattara très fort. Et tous les acteurs ont trouvé leur intérêt dans cette nouvelle redistribution. Henri Konan Bédié, pour le rêve de revanche. Afin Guessan et les autres, pour le repositionnement face à un RHDP trop dominant. Et surtout, Guillaume Soro, qui n'a rien préparé d'autre que le maquis et qui n'avait aucun instrument politique pour soutenir son ambition présidentielle pour 2020. La non-tenue de la présidentielle de 2020 évitait à Guillaume Soro de sortir du jeu. Et donc, il a réussi en blaguant toutes ces personnes-là, sachant que lui, Soro n'irait pas aux élections. Il les a mis dans la farine pour les inciter à ne pas aller aux élections, pour que lui, Soro, tout le monde soit comme lui. Et ça, les opposants n'ont pas compris. Deuxième stratégie, ils ont partagé les rôles. Et donc, les rôles ont été repartis. À Guillaume Soro, la stratégie globale. Ça veut dire c'est lui qui était le superviseur. Au sein de l'opposition radicale, Laurent Gbagbo, y compris depuis la prison, l'idée s'est largement répandue que Guillaume Soro, compte tenu de son pédigré, est l'atout maître pour terrasser Ouattara. Et après diagnostic de la situation politique, l'ex-chef rebelle a prescrit à ses pairs une thérapie de choc. Il faut faire des discours touchants et tranchants
des communications anxiogènes et une action et des actions violentes sur le terrain. Et je vais vous expliquer tout ça. Il faut installer le doute chez les partisans du pouvoir. Voilà la vraie stratégie des opposants. Et je vais expliquer un à un. Et c'est pourquoi vous avez vu les discours du crash party. Écrivez, gardez tout. Ça, tout le monde a vu ça. Communication anxiogène, ça veut dire quoi? Il faut multiplier les communications qui vont créer l'angoisse, le désordre et qui vont créer la panique dans les cœurs des personnes. Et qui ne se souvient pas de cette période-là. Tout le monde pensait que le lendemain de la Côte d'Ivoire se retrouvait aux enfers. Et quatrième action, les actions violentes sur le terrain. Et ça, je vous ai parlé de ça il y a longtemps, mais il y a des gens qui ont oublié. Quand ils ont tué Toussaint à Daoukro, j'ai donné des détails. J'ai dit, regardez très bien à la fin. Ceux qui se souviennent peuvent confirmer. Les gens ont parlé, tout ça a été tué. Mais les actions violentes sur le terrain, là, qui en a les capacités et qui en a les conditions, toute l'opposition dit que c'est Soro Guillaume et donc c'était à lui cette tâche-là. Dieu merci, ce que j'ai dit aujourd'hui, le monde entier vient confirmer que je n'avais pas menti. Et donc Soro Guillaume a fait exécuter, il fallait couper la tête. Celui qui a coupé la tête de ce jeune homme-là, et il a demandé qu'on coupe le sexe pour lui présenter ça en signe comment on appelle, de preuve. Et ça, je l'ai dit devant le monde entier. Et ça, je le réitère aujourd'hui. Voilà aujourd'hui que tout est en train d'être sorti. Il faut installer le doute chez les partisans du pouvoir et planifier une insurrection populaire qui serait ensuite soutenue par un coup d'État militaire. Et effectivement, vous vous souviendrez de son discours où il va demander aux forces armées de prendre leurs responsabilités, de regarder à la lumière de leur propre conscience pour faire un coup d'État. Et c'est là maintenant que Emmanuel Macron va le chasser de France, officiellement en tout cas. Il faut créer une atmosphère qui maintienne la communauté internationale dans une position d'attente. Henri Konan Bédié donnera sa caution. Pascal Affi-N'Guessan portera la voix du mouvement. Et donc, Henri Konan Bédié était la caution morale et politique de ce coup d'État-là et des violences. Affi-N'Guessan en était le porte-parole du mouvement. Lui sort pour venir dire, parler mal, insulter, pour énerver la galerie. Et même, Affi-N'Guessan va dire à son représentant qui est en France, de dire que si Ouattara persiste à aller aux élections, si Ouattara persiste à vouloir maintenir le processus démocratique et légal, eux, ils vont créer des conditions pour faire une guerre civile. Et hier, c'est ce qui m'avait énervé. Et vous savez que pour ceux qui sont élèves de la classe, hier, j'ai été dur et je disais à ces haineux-là, j'étais très dur avec eux pour la bonne et simple raison qu'ils sont encore dans ce même registre-là. C'est eux qui veulent planifier chaque... Comment? Nous sommes des êtres humains. On ne peut pas chaque fois accepter que des gens viennent nous dire on va vous tuer, on va vous tuer, on va vous tuer. Et donc, c'est pourquoi hier, j'ai été très dur avec eux pour leur faire comprendre que ce qu'ils souhaitent aux autres, eux-mêmes aussi peuvent, la même chose peut leur arriver, de faire beaucoup attention. Tuer son semblable n'est pas un programme. Tuer son semblable ne résout pas votre problème. Parce que vous pouvez prendre ce pouvoir dans des conditions scabreuses. Mais est-ce que vous en aviez les capacités de gestion? Et vous allez vous retrouver confronté au courroux du peuple. Et donc, les rôles étant bien déterminés, pour les probabos et les gores, eux fourniraient les pelotons d'exécution. Est-ce que vous comprenez très bien ce qu'on est en train de dire? Les probabos ou les gores fourniraient le peloton d'exécution. Ça veut dire quoi? Moi, je ne comprends pas français. Mais quand on parle de peloton d'exécution, ça veut dire quoi? Toutes les personnes qui étaient RHDP et toutes les personnes qui étaient du gouvernement, on allait les livrer aux probabos qui allaient les macheter, faire les articles 125 et comme ça, ils allaient dire non, ce sont les probabos qui ont fait ça. Mais tout ça avait été planifié. Chère population, c'est ce qu'on est en train de vous dire aujourd'hui. Et donc, vous allez voir des tueurs. C'était les probabos et ça, c'était leur rôle. Et c'est pourquoi souvent, quand je regarde souvent nos dirigeants, qui semblent avoir, certains de nos dirigeants qui semblent avoir si vite oublié cette période-là, ça me fait mal. Pas parce qu'on peut vous détester, mais parce que le danger qui était derrière la Côte d'Ivoire était tel que
très peu parmi nous et vous auraient été vivants. Et respectons cette histoire-là et respectons cette difficulté du peuple. Regardez ce plan macabre et ignoble qui avait été mis en place. On se croirait dans un monde barbare. Mais ce n'est pas tout. Il y a le 4e niveau. La mécanique des violences. Comment il faut mettre en place des schémas de violence. C'est dans ça qu'on va rentrer. Ça, c'est la 3e étape. Non, la 4e étape, si je ne me trompe. Les premières violences ont commencé le 6 août 2020. Après l'annonce par Alassane Ouattara de sa candidature à l'élection présidentielle. Il faut donc susciter des affrontements communautaires qui ont fait d'abord une quinzaine de morts les jours qui ont suivi. Les communautés, les manipuler, c'est l'astuce trouvée par l'opposition pour déclencher un embrasement total. Des informations précises à la disposition des enquêteurs sur ces violences établissent des contacts entre Guillaume Soro, certains de ses proches et les assaillants motorisés, c'est-à-dire à moto, qui ont sévi comme à Dabou le 24 octobre 2020 et qui ont fait 16 morts. 5e étape qui va surprendre beaucoup de personnes. La planification du chaos. Et donc, enlever la première dame. Et oui, c'était dans le plan, mais on ne pouvait pas vous dire ça à l'époque. Sinon, les Dulal allaient chier dans leur culotte. Et les RHGP allaient chier dans leur culotte, je vais dire. Mais dans le 5e niveau du plan, c'était d'enlever la première dame. Et donc, le point de crête, pour soutenir que les élections n'auront pas vraiment lieu, Soro Guillaume avait opté pour des scénarios catastrophiques. Le dossier des enquêteurs révèle des indices concordants sur un projet d'enlèvement de la première dame pour mettre une pression maximale sur le candidat Ouattara et le contraindre à stopper le processus électoral. Ça, c'était le 5e niveau. Et donc, quand la première dame aurait été prise otage et que Ouattara aurait fait arrêter le processus électoral, Soro Guillaume allait passer au 6e niveau. Et le 6e niveau, ça va vous choquer. Assassiner le président. Eh oui, c'est ce que vous avez entendu. Ça veut dire couper les oreilles de Ouattara. Couper le nez de Ouattara. L'humilier, le mettre à terre. Et puis lui, Soro va chuter Ouattara. Et puis il dit, toi, enfant bâtard là. Toi, Ouattara bâtard là. Quand je te parlais, tu ne m'écoutais pas. Mais aujourd'hui, moi, je t'ai pris aujourd'hui, je joue petit poteau avec toi, devant le monde entier. Comme pour Samuel Doe. C'est pourquoi vraiment ce gamin-là, non. Et donc tout ce qu'il disait, regardez chaque fois, et il allait assassiner la première dame. Ne vous amusez pas. Mais avant de tuer la première dame, il allait tuer d'abord Ouattara. Comme il l'a dit, devant tout le monde entier, avec toutes les descriptions qui sont là. Et donc, quand Ouattara allait se rendre pour sauver sa femme, il allait maintenant procéder à un autre cran, c'est-à-dire l'assassinat de Ouattara. Des sources crédibles des services de renseignement proches du dossier établissent que 2 éléments de la garde rapprochés d'Alassane Ouattara ont été contactés par Soro Guillaume avec des propositions concrètes d'espèces sonnantes et trébuchantes et des promesses d'exfiltration loin de la Côte d'Ivoire. Et donc, quand il vous a dit, Ouattara, je vais le mettre à terre, là, dans la même nuit, il a contacté 2 gardes de corps du président Ouattara. Il leur a dit, Ouattara, là, je sais que vous me donnez les renseignements, il n'y a pas de problème. Maintenant, là, on ne va plus reculer. On va le tuer. Et donc, chargez-vous de la mission. Et si vous réussissez à le faire, je vous donne la somme que vous voulez. Et ça, l'article que je lis, ce n'est pas moi, j'ai écrit, on va aller dire que quelqu'un a menti. Je vais mettre ça, tout le monde va vérifier. Et si c'est faux, tout le monde pourra vérifier. Donc, je n'invente rien, je ne fais que réexpliquer. Et donc, à ces 2 personnes-là, il va donner beaucoup d'argent. Et ils vont les exfiltrer pour aller au Ghana. Bon, là, c'est moi-même qui le dis parce que moi, je suis au courant.
Ils vont aller au Ghana. Et donc, l'assassinat du président était programmé pour le 31 octobre 2020. Oui. Souvenez-vous de son discours. Tout était subliminal. Tout ce qu'il disait là, c'était des codes. Mais on ne pouvait pas dire ça à nos parents. Et c'est pourquoi vous avez connu un éclaireur très doux, très psychologue pour vous calmer. Parce que le poisson qu'on voulait attraper là, ce n'était pas en troublant l'eau qu'on pouvait la voir. Et c'est pourquoi des gens comme éclaireurs sont sortis de l'ombre pour dire non, Ouattara, on ne te fera pas ça devant nous. Non, la Côte d'Ivoire ne va pas brûler. Non, le peuple ne va pas. On ne va pas verser le sang des Ivoiriens. C'est là que l'éclaireur est sorti. Et pour ceux qui s'en souviennent, c'est là que vous avez connu quelqu'un qui s'appelle l'éclaireur pro-vérité. Parce qu'il fallait venir d'abord dire à nos parents qu'on va réussir ensemble ce combat et que le chef de l'État ne sera pas humilié et que la Côte d'Ivoire ne tombera pas. On a réussi ce combat grâce à Dieu. On a réussi même à faire sortir nos parents pour aller voter. On a réussi à stabiliser les consciences. Mais Ouattara, lorsqu'ils allaient le tuer, je vous le dis, hein, on devrait le tuer au lycée Sainte-Marie de Cocody. Lycée Sainte-Marie de Cocody. C'est là-bas qu'ils allaient tuer le président Ouattara. C'est là-bas qu'ils allaient le mettre à terre. De la même manière qu'il a demandé aux gens de Toussaint de prendre la photo, tête coupée, jouer ballon avec, et puis couper sexe là. C'est sur cette dernière partie-là que j'ai su que c'est sa signature. Et quand j'ai révélé ça au monde, il n'y a pas eu un garçon qui est venu dire que je mentais. Maintenant, allez prendre le discours de Soroguium pour dire que Ouattara ne verrait pas le 31 là. Effectivement, il y a 2 personnes dans les gardes rapprochés de Ouattara qui devraient tout faire pour tirer sur Ouattara. Et maintenant, dans la débandade, prendre Ouattara mort ou vif, ou même quel que soit l'état, le conduire au lycée Sainte-Marie de Cocody. Et là-bas maintenant, ils avaient placé des caméras. Chers parents, vous voulez qu'on vous dise tout? Vous voulez qu'on vous dise tout? Je veux voir quelques réponses en fait, parce que je veux voir quelques réponses. Et donc, ils avaient placé des caméras là-bas. Et dès que Ouattara, mort ou vif, sera avec eux, ils allaient le découper méthodiquement, le charcuter correctement. Mais leur objectif était de le maintenir dans un état mi-vivant, mi-mort. Pour l'humilier au maximum. Pour l'humilier au maximum. Et dire, voilà votre Ouattara avec son épouse. Regardez la cuisse à Yopougon. Regardez les bras à Cocody. Regardez la tête à Djamé. Regardez le torse à Bromakoté. Et comme ça, ce que je suis en train de dire, ce n'est pas les choses que j'imagine. Comme ça, on allait dire que même, on dit non, leurs corps ont été dispersés, on ne sait même pas où on les a trouvés. À la Ceausescu. Il y a des dirigeants qu'on a tués en 1988, le couple Ceausescu. Si vous vous renseignez, c'était le même mode opératoire. Et quand on va faire ça, ça va tellement sonner les gars du RHDP. Entends, ceux qui ont été les gors, qui ont été mis pour exécuter les RHDP sont à l'œuvre. La tension et l'apocalypse sera tel que on n'aura même pas le temps de se souvenir de quoi que ce soit. Tout ce qui va venir dans ta tête là, c'est de souhaiter mourir. C'est de souhaiter toi-même te donner la mort. C'est ce que Soroguium avait prévu. On te dit que non, on a retrouvé un pied de Ouattara à Yopougon. On a retrouvé ses doigts à Dabou. On a retrouvé sa tête à Bromakoté. On a retrouvé une partie de ses dents à Yopougon. Et on a retrouvé le torse au lycée Sainte-Anne-Marie de Cocody. Quelle horreur! Quel apocalypse! Et comme ça, ce que l'article ne dit pas, on allait dissoudre carrément le RHDP qui n'allait plus jamais exister dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Il est clair qu'un tel scénario d'apocalypse mettrait immédiatement fin au processus électoral tel que Soro le promettait à ses interlocuteurs et à la presse. Comment le commando a été démasqué? Les services
de renseignements sont restés muettes. Vous savez qu'on ne peut pas tout dire. Moi, je sais, mais je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. Une chose est certaine, les concernés sont passés aux aveux. Ils ont été pris, hein. Et donc, c'est ce qu'on a pris, c'est eux qui ont parlé pour donner ça. Avec fort détail, la Côte d'Ivoire a frôlé le chaos. Mais notre pays a effectivement connu le pire. Les violences planifiées par Soro Guillaume et l'opposition ont occasionné 87 morts et 484 blessés avec d'énormes dégâts matériels. Et donc voilà la réalité qui est mise en face de vous. Et ce que je lis là, ça vient de Nord-Sud. Parce que Éclaireur parle beaucoup, Éclaireur parle, il dit des choses. Mais aujourd'hui, vous auriez pu constater que tout ce que je disais, en toute sincérité, je ne vous ai jamais menti. Quand j'ai dit que Toussaint a été tué par Soro Guillaume et que ça avait été, je vous ai donné aujourd'hui les détails. Et avec tout ce qui concorde là, est-ce que moi je connais Nord-Sud? Est-ce que moi je connais les services de renseignement? Je ne les connais pas. Mais je connais le mode opératoire de celui qu'on appelle Soro Kibafori Guillaume. Faisons attention, chers Ivoiriens. Dans le plan, ce que l'article ne dit pas, dès que lui serait revenu en Côte d'Ivoire, il allait être accueilli, il rentrerait par le Ghana. Mais avant son entrée, il devait faire assassiner aussi Bédier et tous les opposants de la Côte d'Ivoire. Parce qu'il y avait un autre plan qui était en cours. Soro Guillaume avait payé des gens du Nord qui étaient ses complices, qui allaient dire comme les probabos sont en train de tuer les gens, nous aussi on s'est attaqué aux opposants pour les tuer. C'est pourquoi un jour vous avez vu Ouattara, il a quitté Abidjan. Et allez reprendre mon émission de ce jour-là et puis comparer avec ce que je viens de vous dire. Mais on ne pourrait pas vous donner tous ces détails-là. Ouattara savait tout ça. C'est pourquoi la date précise, il a quitté. Il allait au nord pour aller faire des tournées. Allez reprendre la même émission et regarder et puis comparer avec ce que je viens de vous dire aujourd'hui. Si vous trouvez qu'il y a quelque chose qui cloche, faites-vous le plaisir de venir dire, Éclaireur, cette partie-là, ça ne tombe pas. Et donc, je vais m'arrêter là. Nous allons passer à notre mère, Madame Kanté, qui va lire son éditorial. Et lorsqu'elle aura fini, les uns et les autres pourraient poser des questions ou bien même apporter plus de détails que nous-mêmes, nous ne savons pas parce qu'une personne ne peut pas tout savoir. Ou bien même essayer de nous dire certaines choses pour essayer quand même d'éclairer la lanterne des uns et des autres. C'était très effrayant. Siddiq Aboubakar, c'était très effrayant. Celui qui te dit que ce n'était pas effrayant, la personne ment. Celui qui était au courant de la réalité, on a pris un gros risque. Et disons merci à Ouattara. Disons merci au président Ouattara pour son courage et sa sérénité. On était vraiment dans l'apocalypse. Et quand vous connaissez tout ça et que ces mêmes personnes viennent menacer, vous ne pouvez pas souvent comprendre combien de fois ça énerve. Et donc, j'essaie de joindre notre mère, Mouna Kanté, mais il me semble que le téléphone n'est pas... le réseau ne serait peut-être pas au rendez-vous. Effectivement, Idrissa Kamaté, on revient de loin et c'est triste quand on voit des gens qui prétendent aimer leur peuple, mais qui veulent les soumettre à de telles difficultés. Ça amène vraiment à interpeller le peuple, c'est très important. Et donc, nous essayons de joindre notre mère Mouna Kanté, en espérant bien que nous l'aurions, pour qu'elle puisse lire son éditorial.
Ok. Certainement que notre mère doit avoir quelques difficultés. Je crois que de ce pas, on va passer directement à ceux qui veulent appeler. Et donc, tous les élèves de la classe qui souhaiteraient appeler, vous pouvez le faire directement pour qu'on puisse vous prendre. Et donc, on n'arrive pas à joindre la mère. Peut-être qu'il y a des difficultés de réseau. Et donc, je ne sais pas. Mais ceux parmi vous qui souhaitent appeler, les lignes sont complètement ouvertes. Vous pouvez déjà vous signaler et vous pourrez quand même vous exprimer. Ok. Donc, on va continuer. S'il n'y a pas de questions ou bien de personnes qui souhaiteraient s'exprimer, je crois que on va aller. Ok, il y a Baraté Sissé qui souhaiterait s'exprimer. Vous me donnez une seconde. Vous me donnez une seconde. Je vais essayer de voir. Peut-être, il me semble qu'il doit y avoir des difficultés du réseau du côté d'Abidjan. Et malheureusement. Et donc, Baraté, vous pouvez aller directement sur votre profil. Et donc, on arrive. Peut-être qu'il y a des difficultés de réseau. Donc, Baraté, vous partez sur votre profil. Je vous ai envoyé un message dans Messenger, vous répondez. Dès que vous aurez répondu à ce message, et si vous avez accepté aussi la demande d'amitié, vous le faites. Vous acceptez la demande d'amitié que je vous ai envoyée et vous répondez au message écrit par écrit. Et après cela, donc, vous essayez de m'appeler. Comme ça, on pourra discuter. Et donc, on ne va pas accepter d'attendre qu'il y ait des trous, voilà, dans l'émission. Donc, on va aller directement avec les personnes intéressées. Et comme vous savez, on est pris par le temps un peu. On fera avec ceux qui sont intéressés. Allô? Oui, allô? Bonsoir, éclaireur. Bonsoir, cher frère. Comment allez-vous? Ah, comment allez-vous? Oui, je vais très bien. Vous-même? Oui, ça va un peu. Ah, Dieu merci. On est là, on ne se plaint pas. Ok. Mhm. Voilà. Et donc, vous êtes en direct aujourd'hui Oui, oui. et vous avez la parole. Ok. Il faut dire que je vais comme ça saluer toute la classe avant d'intervenir. Vraiment, Vous êtes sur écouteur ou bien... pardon. Vous êtes sur haut-parleur ou bien vous avez un écouteur à l'oreille? J'ai un écouteur. On ne vous entend pas correctement. Ah, ok. Parce que quand vous communiquez avec Éclaireur Pro Vérité, tant que vous n'enlevez pas les écouteurs, on ne peut pas vous entendre correctement. Et maintenant, ça va? Essayez d'enlever les écouteurs et enlever ça sur le haut-parleur. Là, on va bien vous entendre. J'ai enlevé les écouteurs. Non, est-ce que vous avez déconnecté le Bluetooth? Non, le Bluetooth n'est pas connecté. Hein? Ah, ok. Donc, vous pouvez parler. Est-ce que vous m'entendez? Bon, on vous entend difficilement, mais bon, vous pouvez essayer. Ah ouais? Oui, oui. Donc, le Bluetooth n'est pas connecté. Ok. Non, mais vous pouvez parler, il n'y a pas de problème. Ah, ok, pas de souci. Il faut dire que c'est par rapport à l'article que vous venez de lire tout à l'heure, là. À ce petit diabolique du Soro, là. Il faut dire que vraiment, on a frôlé le pire, quoi. Vraiment. On a vraiment frôlé le pire. Et c'est pourquoi, c'est maintenant que je comprends pourquoi celui-là en particulier a été condamné à perpétuité. Le premier même dans l'histoire de la Côte d'Ivoire qu'un homme politique soit condamné à perpétuité. C'est veut dire que les éléments même dont dispose la justice contre lui sont énormes. Ce gars-là, il est très dangereux. Et je crois que personne même ne doit se lier d'amitié avec celui-là. Que tu sois opposant ou au pouvoir, personne ne doit se lier d'amitié avec celui-là. Il est très, 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 très dangereux.
Il est très dangereux. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui est prêt à tout, quoi. Et vous vivez à Abidjan? Ah non, apparemment, je ne suis pas là-bas. Ok. Mais vous vivez dans quelle région? Ah là, je suis à Saint-Pélo. Et pendant la crise, qu'est-ce que vous avez ressenti de mal ou de mauvais qui vous a le plus choqué? Ah, éclairé. Vraiment. Parce que c'est vous qui avez vécu là-bas, vous devez être capable de dire le mal que vous avez vécu pour que le malfaiteur puisse savoir le mal qu'il vous a fait. Et ce sont ces billes de bois qu'ils ont mis sur les routes là. Et c'est comme si c'était vraiment intentionnel, quoi. C'est-à-dire, on met ça dans des virages où lorsque les chauffeurs, nous voyons nos chauffeurs de bac là, quand ils sont sur. Vous voyez? Donc, ces chauffeurs-là, en partant là, ne sachant pas que la route est barrée là-bas par des troncs d'arbres, ils rentrent dedans et puis ça occasionne des morts. Hein? Il y a aussi un véhicule, un minicar qui quittait, je crois bien, à Tiens-Salobé en Douce qui partait sur Abidjan. Et il y a un gros tronc d'arbre qu'ils ont coupé. C'est tombé sur le minicar comme ça. Tous ceux qui étaient là-dedans ont été écrasés. Hein? Et pareil, vers la région de l'autre, là, de la Finguessan. Il y a un minicar aussi qui allait rentrer dans un tronc d'arbre sur la route. Et tellement que cela, il a vu les gens. Ça fait que à Bongwanou, c'est bien ça, non? Les gens se sont révoltés là-bas. Mais ils sont sans cœur, quoi. En fait, tout ce qu'ils ont mis en place, ça n'avait rien à voir avec les élections, quoi. Ça, ok. Père à son âme, même si Amadou Ba avait été maintenu et avait été resté en vie, qu'il avait été le candidat du RHD, ils allaient faire ça. Parce qu'ils voulaient coûte que coûte finir avec le régime RHD. C'était ça leur logique, au fait. Parce qu'avant les élections, on avait commencé à voir. Eh oui, surtout sur le game, il était assis sur le plateau de France 24 là. C'est ce il va brûler la Côte d'Ivoire. C'est ce il va brûler la Côte d'Ivoire. Mais ils étaient déjà prêts, ils avaient planifié tout ça. Oh, pourtant, à ce moment, Amadou Ba était bel et bien encore en vie. Ils avaient vraiment préparé ça, quoi. Mais est-ce que c'est hein? Est-ce que c'est bien ça? Hein? Ils ont passé le temps intoxiqués pour créer la cause au sein de la population. Tu ne peux même pas respirer. Tu vas sur les réseaux sociaux, mais tu ne sais même pas quoi faire. Hein? Et pour compléter ça, ils ont fait sortir des artistes à la con au dernier moment pour venir raconter des bêtises, rien que pour n'est-ce pas, les aider dans cette mission. Il n'aura plus clôture pour sauter. C'est eux qui devraient exécuter les gens. C'est ce qu'ils étaient en train de te dire comme ça. C'est ce que je viens de te dire là. C'est eux que tu as vu là, c'est eux qui devaient donner les positions des gens et les gors allaient se charger d'exécuter les gens. C'était le rôle des gors, ça. Hein? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Moi, sincèrement, ça me fait tellement mal. C'est pourquoi cet imbécile Non, je dis, je vais l'insulter, hein. Cet imbécile de Laurent Gbagbo, là. Ces imbécilités qu'il fait, il s'assoit sur les médias pour dire il n'a qu'à libérer Soro bien, il en a eu. C'est connerie là, non, on n'est pas dedans. Hein. Ça veut dire quoi tout ça là? Est-ce que c'est parce qu'on est politicien qu'on doit être malhonnête? Comment quelqu'un peut faire toutes ces conneries là, et puis on va venir s'asseoir ici pour demander, on se fout de qui finalement? Des gens qui n'ont même pas de remords. Ils sont moralement sales, très sales. Moi, ça me fait très mal, quoi. Il n'y a pas de problème. Je crois que votre préoccupation elle a été très bien entendue. Et je ne sais pas si vous avez peut-être d'autres détails à dire là-dessus. Sinon, vous avez été bien compris. C'est pour dire qu'on va remercier Dieu. On va remercier Dieu que le sale plan là n'ait pas pu aboutir, quoi. Parce que quand tu fais ton plan, tu prédis le déclenchement d'une situation, mais tu ne sais pas comment est-ce qu'elle va se terminer. Voilà, tu ne sais pas comment est-ce qu'elle va se terminer. Tu peux prédire même la fin, mais qu'est-ce qu'il faut qu'elle va se terminer comme toi tu le veux? Parce que lorsque les gens sont déchaînés aussi, ils le sont vraiment. Hein. Donc on va vraiment remercier Dieu que
que cela n'ait pas pu aboutir, quoi. Parce que s'ils avaient vraiment entamé, qu'on avait vraiment su que c'était ça, là, la suite, là, ah, peut-être que les gens allaient dit qu'il y avait un pays là-bas, qu'il y avait un pays qui existait là-bas, qu'on appelait la Côte d'Ivoire. Parce qu'on n'allait pas se faire cadeau. On n'allait pas se faire cadeau. Et ils ont tout fait. C'est pourquoi, lorsque les élections sont finies, et qu'on a commencé, ils ont fini de donner les résultats. Mais lorsque les gens se sont manifestés un peu, tout n'est pas rentré en ordre. C'est parce que les gens aussi avaient un souci. Les gens voulaient qu'on aille aux élections. Les gens voulaient qu'on fasse les élections. Mais s'ils étaient vraiment garçons là, ils devraient continuer après les élections. C'est là maintenant on allait voir s'ils sont vraiment garçons ou pas. C'est là on allait voir ça. C'est qu'on on est fatigué. Hein. Il n'y a pas de problème. S'ils n'ont rien à nous proposer là, qu'ils foutent les cas, qu'ils quittent la fin politique. Il n'y a pas de problème. D'ailleurs, ils n'ont qu'à vite mettre cette limitation, on va ramasser tous ces ordures là en devant nous. Il n'y a pas de problème. Vraiment, merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez aller à la conclusion? Et puis, comme il y a d'autres personnes qui attendent... Donc, éclairer vraiment, c'était ça. Je vais laisser la parole aux autres. Il n'y a pas de problème. Vraiment, merci d'être intervenu. Et vous passez une excellente soirée. Ok, merci. Pareil à vous. Merci beaucoup. Il me semble que nous avons un sérieux problème de réseau. J'essaie actuellement de joindre la France. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Donc, ceux qui sont du côté de la France, comme Madame Blanc et Meïté, vous pouvez certainement essayer d'appeler parce que je lance l'appel, ça sonne. Peut-être que vous n'arrivez pas à voir. Donc, actuellement, tous ceux qui sont désireux d'appeler, vous pouvez essayer d'appeler. On va voir ce que ça donne. Parce que j'essaie des deux côtés, mais ça ne passe pas. Ok, donc on va passer peut-être à le roi. Du côté de la France, ça ne passe pas du tout.
Ok. Donc, je pense qu'il y a un très gros souci de connexion. Je ne sais pas la raison. Si c'est peut-être dans différentes zones. Donc, la ligne est complètement ouverte. Ceux qui pourraient appeler, vous appelez. On va vous prendre directement. Parce que j'essaye d'appeler, ça sonne. Bah, ça ne décroche pas et je ne sais vraiment pas la réalité des différentes zones. Et donc, tous ceux qui ont appelé, vous pouvez réessayer. Si ça passe, on va vous prendre. Sinon, au pire des cas, on va passer directement à ceux qui ont des questions. Voilà, donc vous posez vos questions directement. On va essayer de répondre. Il y a le patriarche Gras qui disait, à l'image de Soro, le dieu de ce monde, Satan, le diable n'a pas de remords quand on connaît sa mission sur terre. Ce qui est très évident. Donc, tous ceux et toutes celles qui souhaitent appeler, vous appelez directement. Parce qu'actuellement, j'essaie d'appeler, ça sonne, vous n'arrivez pas à décrocher. Je ne sais pas si c'est peut-être dû au réseau. Et il y a Oumou Diabaté qui dit l'émission d'aujourd'hui est l'une des meilleures. Même si nous n'avons, si cela donne froid dans le dos, nous disons gloire à Dieu d'avoir protégé le père Ado et la maman Dominique. Il y a beaucoup de personnes du côté de la France qui, peut-être, je ne sais pas si vous avez des difficultés de réseau. Moi, je vous appelle, ça sonne. Ok. Certainement qu'il y a un problème. Et donc, tous ceux qui ont désiré appeler, toutes les personnes qui ont essayé d'appeler, essayez de m'appeler directement parce que si vous avez des problèmes de réseau dans votre zone, moi, je ne peux pas le savoir. Et donc, que vous soyez de la Côte d'Ivoire, de la France ou partout, essayez d'appeler. N'attendez plus. Moi, je ne reçois pas même de... Il y a le roi qui dit qu'il a essayé d'appeler. Mais moi, je ne reçois même pas de son d'appel. Sinon que je les aurais vus. C'est le roi du printemps que nous essayons de joindre en ce moment même. Je ne sais pas si peut-être ça sonne chez lui. Ne m'envoyez pas les questions dans le Messenger, ça complique davantage la tâche. Le plus important, c'est de pouvoir appeler et les lignes sont véritablement ouvertes. Je ne répondrai pas aux questions individuellement dans le Messenger parce que ça ne ferait que compliquer une situation. Et donc, soit vous appelez.
Oui, il y a quelqu'un qui appelle du Nigeria. Je n'arrive même pas à voir les appels parce que ça ne sonne même pas. Et quand j'essaie aussi d'appeler, comme vous entendez en ce moment, ça sonne. La personne aussi n'arrive pas à décrocher. Je ne sais vraiment pas de quoi il est question. Ok. Puisqu'il me semble qu'il y a des soucis de communication, on va essayer chacune des personnes. Et si ça ne passait pas, on allait lire quelques questions et puis répondre. Puis passer directement. Oui, les cœurs sont là, effectivement, Olivier. On n'arrive pas à comprendre pourquoi on ne peut pas communiquer. C'est ça la question du jour. Parce qu'actuellement, vous entendez même, ça sonne sur le roi du printemps, mais il n'arrive pas peut-être à voir ou entendre. Et quand les gens m'appellent aussi, ça ne sonne même pas, mais ils disent que ça sonne. Oui, c'est ce que je vais essayer de faire. Peut-être je vais rallumer les appareils pour voir un peu ce que ça va donner. Ok. Donc, on va passer directement aux commentaires et ok. Donc, finalement, puis, vu que nous n'arrivons pas à nous joindre, on va passer directement aux différentes questions. On va essayer d'en répondre et puis peut-être que cela va donner quelque chose. Donc, tous ceux et toutes celles qui ont des questions, vous pouvez procéder maintenant et on va essayer de répondre. Donc, celles qui avaient des questions, essayez de les poser maintenant et je vais essayer de répondre selon les questions que j'aurais vues. Oui, M. Toura, on ne pourra pas éteindre tous les appareils, les rallumer parce que ce serait comme si on reprenait à plusieurs fois les mêmes choses. Sachez aussi que c'est pas aussi facile. Voilà, donc on va faire, s'il y a des questions, les gens les posent. Voilà, je vais les répondre directement et on va gagner en temps. Il y a Marguerite qui demandait qu'il y a eu un document ce soir.
sur Soro manque le volet des attaques djihadistes. Est-ce juste une première partie qu'on a entendue ce soir? Il faut dire que moi-même, je n'ai pas suivi le documentaire en question et me prononcer là-dessus, ça serait faire erreur. Donc, je ne maîtrise pas sérieusement. Je ne maîtrise... Si ça passe chez vous, vous pouvez appeler directement, chers frères. Si ça passe chez vous, vous appelez directement. Toutes les personnes qui peuvent appeler, si ça sonne, je vais décrocher. Mais le problème, c'est que quand moi j'appelle, ça sonne, vous n'arrivez pas à décrocher. Et c'est la même chose aussi. Dès que ça sonne, je vais décrocher. C'est ce que je disais là. Et donc, Madame Waki, du fait que je n'ai pas pu suivre le documentaire, il serait vraiment hasardeux de me prononcer là-dessus. Voilà. Donc, je ne sais pas, je ne peux pas dire grand chose. Voilà, je n'ai pas suivi le documentaire. Je ne sais pas aussi l'idée qui les animait. Et ce ne serait pas intéressant de dire quelque chose sans maîtriser le sujet en question. Et donc, tous ceux qui nous entendent, on va encore accorder peut-être 5 ou 10 minutes parce qu'il y a très peu de questions. Et si les choses ne vont pas, on va essayer d'arrêter l'émission ici ce soir. On aura vraiment essayé tout. Peut-être que ce n'était pas le jour de chance, hein. Voilà, à la question de savoir qu'est-ce qui retarde l'arrestation de Soro, pour ceux qui sont vraiment des élèves de la classe, il est important de poser des questions de projection. Sinon, on a déjà répondu à ça plusieurs fois en toute sincérité. Et sincèrement, c'est des questions, on a déjà répondu beaucoup de fois. Et on ne va pas encore revenir là-dessus. Parce que ce serait un peu... On a déjà répondu à ces questions-là. Il y a Mététefeu qui dit c'est un problème sur Messenger. J'ai essayé plusieurs personnes, les textes vocaux passent mais pas les appels. Ça doit donc être un problème général. Et donc c'est vraiment les questions. Madame Bakayoko, on a déjà répondu à cette question-là. On a maintes fois expliqué. On ne va pas vraiment revenir dessus encore une fois. Vous nous en excusez énormément. Et donc ça semble être un problème général et ok, donc comme vous le dites, je vais donc essayer d'éteindre. Je vais essayer d'éteindre et puis on va relancer l'émission pour voir ce que ça va pouvoir donner. Allô? Oui, bonsoir madame. Bonsoir, M. Clara. Comment allez-vous? Oui, comment ça va? Vous avez un écouteur? Oui, j'ai un écouteur. Ça va pas? Allô? Allô? Oui. Vous m'entendez? Bon, on vous entend difficilement, mais vous pouvez parler. Ah, non, j'ai essayé pour savoir ce qui se passe avec le téléphone. I was running. Ok. Ok, il n'y a pas de problème. Puisque vous et moi, on arrive à communiquer, on va essayer peut-être avec les autres pour voir. Oui, c'est bien. Ok, il n'y a pas de problème. Vraiment, merci beaucoup. Pas de quoi. Ok, vous passez une excellente soirée. Je suis très, très busy right now. Ok, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup à vous. Si j'avais mon écouteur, je ne pourrais pas parler. All right. Ok.
Ok. Chers auditeurs, je vais essayer d'arrêter et on va relancer pour voir ce que ça va donner.